Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire de Simplicure. Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Juliette, j'ai rejoint l'équipe Simplicure il y a plus ou moins 2 semaines et je suis très heureuse d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui sur, la longévité et le biohacking. Alors, aujourd'hui, je suis, rejoint du docteur Denis Coussard, qui est un médecin anesthésiste, fasciné par le biohacking, ainsi que d'Unate, qui est, co-organisateur de l'événement Hypersanté qui aura lieu en mars 2026. Tout ça pour nous parler ensemble du sujet de la longévité et de la santé métabolique. Donc, je vois qu'on est 60 participants en ce moment. Avant de commencer, je vais peut-être prendre un petit instant pour présenter Simplicure et ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, Simplicure, c'est quoi? En fait, c'est une plateforme qui est pensée pour les praticiens, qui aide à gérer les recommandations de compléments alimentaires d'une manière plus simple, plus centralisée et efficace. Et aujourd'hui, on est vraiment le leader en France et en Belgique avec plus de 10 000 praticiens sur la plateforme. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de praticiens font encore leurs recommandations de compléments à la main, donc par mail, sur papier ou via des liens produits. Le résultat, c'est que ça fait perdre un peu de temps, ça rend les choses un peu complexes et le suivi aussi un peu difficile pour les praticiens et aussi pour les patients. Alors avec Simplicure, tout devient beaucoup plus fluide. On peut choisir vos compléments préférés parmi plus de 4000 laboratoires qui sont référencés et plus de 170 laboratoires, 4000 pardon, références. Donc ça permet de vraiment créer votre recommandation personnalisée en 2 minutes. Et votre patient reçoit donc tout ça par mail et peut commander ses compléments en l'espace de quelques clics et avoir tous ses compléments chez lui en l'espace de quelques jours. Donc ça rend tout bien évidemment beaucoup plus facile. Ça nous permet bien évidemment de gagner du temps, améliorer l'observance et offrir une meilleure expérience aux patients. Donc voilà, aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, il y a plus de 10 000 praticiens qui nous utilisent au quotidien, notamment Anne-Lucas, Véronique Liès et Emma Jaffer, que vous connaissez peut-être déjà. Et cette plateforme, cette communauté continue de grandir de jour en jour, donc on est très fiers et très contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous souhaitez intégrer Simplicure dans votre pratique, vous pouvez booker une démonstration gratuite sur simplicure.com ou à travers un lien que je vais vous share maintenant. Voilà. Et d'ici 24 heures, un de nos collaborateurs pourra vous contacter pour booker une démo. Donc voilà, avant de commencer, bonjour à tous. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, 80 bientôt. Si vous êtes nouveau sur la plateforme Simplicure, n'hésitez pas à vous présenter, ça nous permet de nous connaître un peu mieux. Et voilà, après la présentation, nous allons avoir une espèce de Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Denis, qui va nous présenter un peu plus sur la longévité et le biohacking. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici présent parmi vous. Ravi aussi d'être avec Dunate, avec lequel je partage beaucoup d'intérêt pour tous ces sujets. Donc super. Éventuellement, je vais commencer rapidement par me présenter. Donc effectivement, docteur Descosser, je suis médecin anesthésiste réanimateur. D'ailleurs, je fais mes bureaux de consultation en tant que médecin anesthésiste réanimateur. Et je suis très intéressé par la longévité, en sachant que il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à m'y intéresser, on n'appelait pas encore ça vraiment la longévité. Ce n'était pas un mot qui est aussi mainstream que maintenant. À l'époque, on a plutôt, vous savez, ça commence, si je bafouille, on appelait plutôt ça l'anti-aging. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai passé un premier diplôme de médecine anti-aging, et puis après un deuxième, et puis finalement encore un troisième. Donc, actuellement, je pense que j'ai dû faire le tour de tous les diplômes d'anti-aging qui existent en France. Et je me suis dit qu'on pouvait en plus peut-être aller plus loin, et c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce qu'on appelle aussi le biohacking. Ça aussi, c'est un terme qui peut paraître un petit peu curieux, un petit peu disruptif. Biohacking, hacker notre biologie. Alors, c'est un mot qui est surtout devenu à la mode depuis des personnes un peu curieuses, comme Dave Asprey, qui a lancé le mouvement il y a une dizaine d'années, ou encore plus récemment, quelqu'un d'encore plus curieux, un véritable extraterrestre, Brian Johnson,
il y aura peut-être des questions par rapport à Brian Johnson. Voilà, donc cette conférence, si on peut dire, hein, l'idée c'est quand même de faire un échange. Donc moi je vais faire en sorte de vous parler d'un maximum de choses concernant la longévité. Et surtout, ce qui sera intéressant, ce sera tout le temps d'échange que l'on pourra avoir après. N'hésitez pas à poser des questions. Et on a vu aussi ça en off. S'il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse ou s'il y a encore des questions après le webinaire, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou via LinkedIn et je pense qu'on aura l'occasion de vous donner les liens. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous parler de ce sujet passionnant. Alors, la présentation s'appelle Comment ne pas mourir. C'est évidemment extrêmement provoquant de dire ça, parce qu'évidemment, on se doute quand même bien qu'on va tous mourir. Là n'est pas trop la question. En fait, si je dis comment ne pas mourir, ça serait plutôt comment ne pas mourir bêtement, comment ne pas mourir d'une cause évitable. Alors, quelques petits mots, donc qui suis-je? Je vous l'ai déjà expliqué. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle la santé corps-esprit, la santé globale. Et c'est vrai que, mis à part tout le côté de l'intérêt pour cet anti-aging, longévité, j'ai également eu un intérêt très prononcé pour ce qui est des techniques mentales. C'est ce qui m'a conduit à être instructeur en hypnose et également à être coach certifié en santé. Et donc, ça me permet d'avoir une vision qui soit vraiment la plus large possible, tant sur le point de vue du corps que du point de vue de l'esprit. Alors, hop, donc j'aime bien commencer par cette citation d'Henri Matisse. On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, de toute façon, c'est comme ça, c'est dans notre nature humaine, on ne peut pas s'empêcher de vieillir. En fait, finalement, tous les animaux meurent, à part, bon, certains qui ont une longévité assez exceptionnelle, mais en tout cas, a priori, tous les animaux finissent par mourir. Alors, il y a des animaux super résistants, mais il y en a, en tout cas comme nous, qui sont totalement mortels. Mais on peut toujours faire en sorte de reculer l'âge de la mort. Alors déjà, on va commencer par une définition finalement assez simple. Qu'est-ce que le vieillissement? Parce que quand on parle de vieillissement, ce qui est intéressant, c'est de savoir exactement ce que ça signifie. Eh bien, la définition, c'est la perte progressive d'une intégrité physiologique entraînant une altération des fonctions et une vulnérabilité accrue à la mort. C'est vrai que quand on lit ça, perte progressive d'intégrité physiologique entraînant une altération des fonctions et une vulnérabilité accrue à la mort, eh bien, c'est sûr que ça donne pas envie. Il y a un réel changement de paradigme en médecine. C'est vrai que la médecine un peu classique, elle est relativement réactive, c'est-à-dire qu'on va plutôt chercher la maladie une fois qu'elle est déclarée. Et à cette médecine réactive, on a de plus tendance à aller vers une médecine qu'on appelle proactive, qui va chercher à prévenir les maladies avant leur apparition. Alors, sachant que de toute façon, la prévention, c'est quelque chose qui existe dans la médecine classique, hein, puisque à toute pathologie en médecine, on a trois steps, je dirais, de prise en charge: le symptomatique, l'étiologique et le préventif. Donc, de toute façon, la prévention existe déjà, je dirais, dans notre ADN médical. Quoi qu'il en soit, cette médecine plus proactive qui va chercher à prévenir la maladie, on l'appelle parfois la médecine 4P, 5P, 6P, on peut toujours rajouter autant de P qu'on veut, mais on peut appeler ça la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'on va non plus chercher à faire voilà, tel médicament à la même dose pour tout le monde, on va chercher à être personnalisé pour votre cas. Elle va être préventive, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de prévenir l'apparition des maladies avant que les symptômes n'arrivent. Elle va être prédictive, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir des marqueurs qui pourront nous dire, ah ben, a priori, d'après votre état physique, biologique ou éventuellement par l'imagerie, on peut supposer que d'ici X années, vous ayez une décroissance, mettons, de la force musculaire ou de votre capacité cardiovasculaire. Donc, on va vers une médecine prédictive. Elle est participative, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que maintenant, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux et surtout maintenant avec Google et encore plus ChatGPT et autres, on sait très bien que les patients sont très informés. Très informés, ça veut dire qu'aussi, ils vont chercher à être participatifs. Ils vont pas se contenter juste de prendre un cachet parce que le docteur l'a prescrit, ils vont vouloir être participatifs. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a plein d'études qui ont montré qu'à partir du moment où on était participatif à nos soins, il y avait une bien plus grande efficacité. Cette médecine, elle est bien évidemment prouvée, hein. Toute cette médecine, elle est sur la base d'énormément de sciences.
j'aime bien, quand on parle de longévité, de pas tant parler de la longévité, parce que c'est un terme un peu flou, mais plutôt parler de la science de la longévité. Et il y a vraiment une science très, très précise de la longévité. Ensuite, cette médecine, elle se veut positive, c'est-à-dire que on va plutôt aller vers justement une certaine santé, un certain bien-être. Je vous rappelle que la santé, et ça c'est l'OMS qui nous dit, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, on peut rajouter émotionnel et même financière, ou peut-être même spirituel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la santé, c'est quelque chose de bien plus global que l'absence de maladie. Donc vous voyez cette évolution de la médecine, on l'appelle parfois la médecine 1.0, 2.0, 3.0. Médecine 1.0, c'est la médecine d'antan, finalement, avec les moyens qu'on avait à l'époque. La médecine 2.0, c'est une médecine où finalement il y a du réseau, on va envoyer chez des collègues, on va demander des avis spécialisés, on va faire des examens, on a des solutions qui nous permettent de suivre le patient avec le dossier médical partagé, Doctolib ou autre. Et donc cette fameuse médecine 3.0 qui est une médecine qui a justement vocation à prévenir les maladies. Si on regarde l'espérance de vie, dans l'Antiquité, l'espérance de vie d'une manière globale était à peu près de 30 à 40 ans. Alors attention, quand on dit ça, ça ne voulait pas dire que les gens mourraient à 30 ou 40 ans, c'est une moyenne, parce que l'espérance de vie était surtout très très basse au niveau de la moyenne, parce qu'il y avait énormément de morts infantiles. Les enfants avant 3 ans mouraient très facilement, mais déjà même à l'époque, on sait très bien, dès l'Antiquité, il y avait des gens qui vivaient vers 80-90 ans, donc il y en avait moins bien sûr que maintenant, mais ce n'était pas exceptionnel que des personnes vivent longtemps. Quoi qu'il en soit, la moyenne d'âge est d'à peu près 30 à 40 ans. Vient la révolution industrielle avec la découverte des vaccins, des antibiotiques, et là, effectivement, il y a une augmentation de la durée de vie. Et maintenant, on arrive à une période qui est très intéressante parce que la durée de vie qui n'arrêtait pas d'augmenter d'année en année commence maintenant à baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'émergence de ce que l'on appelle les maladies civilisationnelles, les maladies de notre époque, les maladies chroniques, qui sont les facteurs de risque numéro un de mourir. C'est pour ça que quand cette présentation s'appelle Comment ne pas mourir, évidemment, ce n'est pas supprimer la mort, hein, on n'en est pas là. L'idée, c'est d'éviter de mourir. Et comment on va éviter de mourir à notre époque? Eh bien, fort heureusement, il y a moins de guerres, il y a moins d'accidents. Encore que tout ça, l'actualité présente nous montre qu'il y a peut-être des risques de guerre, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, à notre époque, on a plus de risques de mourir de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer, plutôt que de guerre ou de maladie. Et donc actuellement, l'espérance de vie a tendance à baisser. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que il y a cette différence de concept entre eux. Alors c'est des mots anglais, mais il n'y a pas vraiment de beaux mots en français. C'est ça la beauté de la langue anglaise, c'est parfois en un mot il faut comprendre un concept. Donc il y a ce que l'on appelle le lifespan, c'est la durée de vie totale. Il y a une faute d'orthographe d'ailleurs. Le healthspan, c'est la durée de vie en bonne santé. Vous voyez que si on regarde ces chiffres qui sont les chiffres américains, le lifespan, donc la durée de vie, c'est 79 ans. Le healthspan, donc la durée de vie en bonne santé, c'est 63 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous travaillez toute votre vie, vous cotisez, vous arrivez à la retraite à peu près à 63, 64, 65 ans, et boum, à ce moment-là, c'est le moment où vous commencez à être malade, et finalement, vous allez passer toute votre retraite à lutter contre la maladie, et c'est quand même dommage. Donc l'idée de diminuer ce temps d'apparition des maladies chroniques, on appelle ça parfois la compression de la morbidité. Vous voyez, cette slide, elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre, vous voyez, l'évolution de l'espérance de vie chez l'homme et chez la femme depuis 1995. Et vous pouvez voir que depuis 1995, l'espérance de vie, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, elle ne cesse d'augmenter. Et par contre, et ce qui est beaucoup plus dommage, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, vous voyez, elle stagne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très embêtant. Finalement, quand on regarde, regardez, chez la femme, l'espérance de vie en bonne santé, c'est passé de 63 ans à 65 ans. C'est quand même pas terrible. L'espérance de vie en bonne santé chez l'homme, c'est passé de 60 ans à 62 ans. Donc honnêtement, c'est problématique. Le problème n'est pas tant la longueur de notre durée de vie, mais plus notre espérance de vie en bonne santé. En fait, comme vous pouvez voir, cette slide, elle est un petit peu compliquée, mais tout ce qu'elle montre, c'est que finalement, dans tous les pays, l'espérance de vie moyenne augmente, en particulier au Japon, en Suède, en Suisse, au Canada. Mais vous voyez que la France, nous, on n'est quand même pas tellement en retard, on a une espérance de vie qui augmente aussi bien. Mais pourtant,
savez très bien que l'âge, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a l'âge de la carte d'identité, et puis il y a ce qu'on va appeler l'âge physiologique. Vous voyez, par exemple, cet homme, c'est Wang Deshun. Wang Deshun, c'est un mannequin chinois, et vous voyez, il a 80 ans, et pourtant, il est quand même vachement bien. Vous voyez aussi cette femme qui est une des plus anciennes bodybuildeuses américaines, Ernestine Shepard, et ben voilà, elle aussi, elle a 80 ans. On peut quand même se dire que ben on n'est pas foutu à 80 ans. Alors pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? Parce que à partir du moment où on vieillit, et vous voyez cette slide, elle est tristement majeure, vous vous rendez compte qu'à partir de 50 ans, vous voyez, il y a toutes les maladies chroniques qui commencent à augmenter. Globalement, il faut comprendre qu'à peu près un Français sur deux de plus de 55 ans présente un ou plusieurs signes de maladies chroniques. Vous voyez, les maladies chroniques, évidemment, il y a les maladies des sinus qui peuvent, ou l'arthrite, ça peut gêner dans le quotidien, mais ça ne tue pas. Par contre, l'asthme, les maladies rénales, le diabète, le cancer, bien évidemment, les maladies cardiaques, ça tue. Et vous voyez, il y a une augmentation absolument incroyable qui commence à 40 ans et ça devient vraiment très très rapide au niveau de la progression à partir de 50 ans. Vous voyez ce que je vous disais, ça c'est le nombre de personnes qui ont des maladies chroniques. Comme vous pouvez voir, à partir de 55 ans globalement, il y a presque 50% de la population qui souffre de maladies chroniques. Alors finalement, quand on parle de longévité, je vous en parlais tout à l'heure, on parle plus, et je pense que c'est plus pertinent de parler de la science de la longévité. La question était de savoir comment on fait pour vieillir. Alors il y a une étude très intéressante qui a été faite par Lopez Otan en 2013, qui a été réactualisée en 2023, et qui a trouvé 12 marqueurs du vieillissement, ce qu'on appelle les hallmarks of aging. Alors je ne vais pas tous les énumérer, il y en a qui sont très connus, comme le raccourcissement des télomères, qui n'est pas le meilleur marqueur, mais il y a par exemple une instabilité génomique, il y a la diminution des cellules souches, l'augmentation des cellules sénescentes, et vous voyez que finalement, il y a 12 marqueurs biologiques, biologiques et moléculaires du vieillissement. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les marqueurs génétiques et moléculaires des maladies chroniques, on se rend compte que c'est les mêmes que ceux du vieillissement. Globalement, l'instabilité génomique, ça se retrouve aussi par exemple dans le cancer, le raccourcissement des télomères, on va le retrouver par exemple dans le stress majeur, la diminution des cellules souches, on va le trouver également dans le cancer. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre que la biologie du vieillissement et la biologie des maladies chroniques, c'est deux choses qui se superposent. Donc, alors quel est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce qu'on a des maladies chroniques parce qu'on vieillit ou est-ce qu'on vieillit parce qu'on a des maladies chroniques? C'est difficile de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maladies chroniques et vieillissement, ce sont deux choses qui vont en parallèle. Alors, on va faire quelques petites, on va mettre un peu le point de détail sur certaines. Donc, l'instabilité génomique, c'est en fait votre génome, c'est-à-dire votre ADN, qui va devenir instable à force de faire des divisions cellulaires. Votre ADN va finir quelque part par s'abîmer. Je parle d'une manière assez simple. Ensuite, le dérèglement épigénétique, ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que vous savez que vous avez votre ADN. L'ADN, c'est finalement votre code génétique. Vous héritez de l'ADN à la fois de votre père, de votre mère, et tout ça, ça fait un brassage qui va créer votre propre ADN. Et ça, jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, mais peut-être qu'à l'avenir, on pourra le faire. Jusqu'à présent, on ne peut pas changer l'ADN. En fait, vous naissez avec un ADN, vous allez le conserver toute votre vie. Par contre, l'expression de votre ADN, c'est-à-dire comment votre ADN va se transformer en protéines, va dépendre de votre environnement, de votre mode de vie. Et ça, cette influence de votre mode de vie sur votre code génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Il y a une phrase que j'aime bien, qui c'est pour moi, elle n'est pas de moi, mais je la trouve très parlante, c'est la génétique charge le pistolet, mais c'est l'épigénétique qui va appuyer sur la détente. Autre cause de vieillissement, ce qu'on appelle la perte de la protéostasie. En fait, votre corps il fonctionne essentiellement grâce à des messagers chimiques, notamment des hormones ou des neurotransmetteurs, et beaucoup de ces messagers chimiques sont des protéines. Et donc, normalement, le corps humain est fait pour que les protéines elles soient toujours parfaites. C'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à la mort, vous êtes censé avoir des protéines super fonctionnelles. Et bien avec l'âge, effectivement, la protéostasie, c'est-à-dire la stabilité de ces protéines va commencer à diminuer, ça va créer des dysfonctions des protéines cellulaires, et ça c'est quelque chose par exemple que l'on voit dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a des dysfonctions
des protéines cellulaires. Donc, vous voyez, là encore, le lien entre biologie du vieillissement et lien avec les maladies chroniques. Très connu aussi, c'est vraiment un des marqueurs, un des premiers marqueurs dont on a parlé, qui a valu à la personne qui les a décrits, Isabelle Blackburn, un prix Nobel, ce qu'on appelle l'usure des télomères, en fait. Au bout de vos chromosomes, hein, les chromosomes, ce sont des paquets d'ADN, hein, vous avez 23 paires de chromosomes, on a 46 chromosomes, 23 paires, et au bout de ces chromosomes, il y a une petite partie qu'on appelle les télomères. Les télomères, en fait, c'est un espèce de capuchon. On donne souvent l'image des petits capuchons qui sont au bout des lacets pour éviter qu'ils s'effilochent. Eh bien, c'est pareil. Pour éviter que vos télomères s'effilochent, il y a des petites parties qu'on appelle les télomères. Et les télomères, en fait, plus la cellule se divise, plus les télomères se raccourcissent. Et vous voyez, finalement, plus on vieillit, plus les télomères sont courts. Et ça, c'est un marqueur du vieillissement. C'est un des plus anciens, mais certainement pas le meilleur. Il y en a encore qui le mettent en avant. Ça fait partie des marqueurs, mais c'est clairement pas le meilleur des marqueurs. Mais vous voyez, il existe quand même des maladies. Vous connaissez peut-être cette maladie qu'on appelle la progéria. La progéria, c'est ces fameux enfants qui sont vieux avant l'âge. Eh bien, la progéria est due à une anomalie de la télomérase. Donc, la télomérase, c'est l'enzyme qui permet aux télomères de se maintenir. Donc, vous voyez, ces enfants, ils ont des télomères qui sont extrêmement courts par rapport à ce qu'ils devraient, et ça leur donne ces apparences de vieillard. Et d'ailleurs, bien souvent, ils meurent de maladies cardiaques parce que justement, ils ont un âge biologique extrêmement avancé. L'épuisement des cellules souches, donc il faut comprendre que dans votre corps, quand vous vous blessez, il y a des cellules qui sont là pour réparer les tissus, les régénérer. Eh bien, c'est grâce à des cellules qu'on appelle les cellules souches. Eh bien, plus on avance en âge, comme les cellules ont déjà été utilisées, elles ont tendance à s'épuiser et c'est ce qui va provoquer, là encore, le vieillissement. L'inflammation chronique, ça, je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes très très sensibilisé, puisque je crois comprendre que vous êtes beaucoup de praticiens de santé fonctionnelle. L'inflammation chronique, voilà, on sait très bien que c'est quelque chose qui provoque le vieillissement, mais également qui va provoquer des maladies comme les maladies cardiovasculaires ou également les maladies neurodégénératives et le diabète. Là encore, quel est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce qu'on a de l'inflammation qui va provoquer du diabète ou est-ce que c'est le diabète qui va provoquer l'inflammation? Tout ça, c'est malheureusement toujours lié. Accumulation des cellules sénescentes. Donc les cellules sénescentes, c'est les cellules qui vieillissent. Normalement, une cellule, quand elle se divise un certain nombre de fois et puis au bout d'un certain temps, elle va arrêter de se diviser parce qu'elle aura fait son job. On va appeler ça une cellule sénescente. Et le problème, c'est que les cellules sénescentes, non seulement elles-mêmes, elles ont tendance à disparaître, mais en plus, elles-mêmes, en mourant quelque part, elles peuvent envoyer des facteurs inflammatoires dans l'organisme. Là encore, quelque chose auquel vous êtes très sensibilisé, je suppose, c'est la dysbiose. Donc ça, la dysbiose, c'est quelque chose qui a été rajouté dans les facteurs de l'opésotin. C'était pas dans les facteurs initiaux, mais donc la dysbiose peut être, là encore, un facteur de risque de vieillissement, puisque vous savez que dysbiose, ça peut être lié à des troubles même neurodégénératifs, et la dysbiose peut être liée, bien évidemment, aux maladies métaboliques comme le diabète. La dysfonction mitochondriale, là encore, c'est quelque chose qui est très intéressant. En fait, dans vos cellules, il y a des petits organites qu'on appelle les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les usines à énergie de vos cellules. En fait, une cellule, pour se diviser, pour vivre, pour faire son travail, elle a besoin d'énergie. Eh bien, l'énergie, c'est un concept un peu fourre-tout, on entend souvent ça. En yoga, on parle d'énergie, en reiki, on parle d'énergie, en tai chi, on parle d'énergie, en physique, on parle d'énergie, en chimie, on parle d'énergie. Mais vous voyez, finalement, au niveau biologique, ce que l'on appelle l'énergie, c'est surtout la quantité d'ATP, donc d'adénosine triphosphate, qui est une molécule produite au sein des cellules par la mitochondrie. Et donc, quand il y a un épuisement de cette capacité mitochondriale à créer de l'énergie, ça peut entraîner moins d'énergie pour les cellules et donc, par voie de conséquence, un vieillissement accéléré. Déclin de la communication cellulaire, donc toutes vos cellules, elles ont un noyau dans lequel il y a l'ADN, c'est très important. Elles ont une mitochondrie qui lui donne de l'énergie. Il y a également, par exemple, le réticulum qui va créer la production des protéines. Donc, vous voyez, chaque organite cellulaire a un rôle extrêmement précis à jouer pour la cellule. Et il y a un élément dont on parle trop peu malheureusement, c'est la paroi. En fait, autour
de votre cellule, il y a une paroi, et cette paroi, elle est vraiment fondamentale parce qu'elle permet finalement, avec les cellules qui se touchent, ça leur permet de communiquer. Il y a une réelle communication entre les cellules, et cette communication, elle se fait par la paroi. Quand vous avez des hormones qui sont, excusez-moi, je vais juste éteindre ça. Quand vous avez des hormones euh, qui, euh, qui sont dans le sang, c'est via la paroi des cellules qu'elles amènent leur message. Donc vraiment, la paroi, c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre qu'une cellule, si vous retirez le noyau, elle continuera à vivre. Par contre, vous retirez sa paroi, évidemment, elle ne vit pas. Très important aussi par rapport au vieillissement, ce qu'on va appeler l'autophagie. En fait, là encore, c'est quelque chose auquel vous êtes certainement sensibilisé. Quand on jeûne, le corps va finalement se nourrir de ses propres déchets, ce qu'on appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un mécanisme qui permet de rester jeune. Et bien effectivement, quand l'autophagie devient dysfonctionnelle, il y a une augmentation du vieillissement. Altération de la détection des nutriments, donc là c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que, pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de voies médicamenteuses qui font en sorte de cibler vraiment cette problématique. En fait, vos cellules, pour se nourrir, elles ont des mécanismes de détection des mécanismes de détection des nutriments et également des mécanismes pour savoir quoi en faire. En particulier, c'est ce qu'on appelle le système mTOR et AMPK. Et ça va vraiment permettre à votre cellule de savoir s'il faut commencer à produire de la matière ou ou à détruire de la matière. Il y a l'anabolisme, je construis de la matière, par exemple du muscle. Le catabolisme, c'est je détruis de la matière, par exemple, je fais de l'autophagie. Et bien finalement, cet équilibre entre anabolisme et catabolisme dépend de la détection et de l'utilisation des nutriments via ces fameuses voies dont je vous parlais, mTOR et MPK, qui sont des voies très intéressantes parce qu'il y a des médicaments comme par exemple la metformine ou la rapamycine éventuellement qui vont chercher à aller viser ces voies du vieillissement. Il y a des nouvelles voies qui sont en train d'être trouvées et des nouveaux médicaments et tout ça c'est en plein essor. Voilà, je vous avais dit, mTOR, donc Mammalian Target of Rapamycine, ça accélère le vieillissement, AMPK, qui est le catabolisme, AMPK Activated Protein Kinase, qui va augmenter le catabolisme, qui va permettre un vieillissement en bonne santé. Vous voyez, l'équilibre mTOR-AMPK est extrêmement important. mTOR accélère le vieillissement, c'est vrai, mais en même temps, mTOR, c'est également utile quand on fait du muscle. Donc, si on va trop inhiber mTOR, on ne fera pas de muscle. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question d'équilibre. Et là, actuellement, il y a de la recherche qui est en train d'être faite, notamment par rapport à la metformine, qui est un médicament antidiabétique, qui aurait un lien également avec mTOR. Et pour l'instant, la recherche essaie de savoir si oui ou non, la metformine, c'est intéressant. Est-ce que ça, justement, n'inhibe pas trop mTOR pour empêcher la création de muscles. Donc, oui, tout ça, c'est des recherches, je vous en parle. Alors, n'hésitez pas après à poser des questions, ça vous semble pas clair. Revenons sur les maladies chroniques. Ces fameuses maladies chroniques qui sont vraiment les maladies qui tuent. Maladies cardiovasculaires, hypertension, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, les maladies métaboliques, le diabète, le surpoids, le cancer, les maladies neurodégénératives, avec évidemment la plus embêtante, la maladie d'Alzheimer, toutes les autres formes de démence, mais également la maladie de Parkinson. Après, il y a également les maladies plus générales, comme par exemple les maladies respiratoires, comme de l'asthme ou la bronchite chronique, les maladies digestives qui en général ne tuent pas, mais qui peuvent vraiment compliquer la vie, les maladies endocriniennes, comme par exemple les problèmes de thyroïde ou de cortisol, les maladies articulaires, arthrose, arthrite, les maladies sensorielles, par exemple au niveau de la vue, la DMLA et la psychiatrie, parce qu'on voit également des problèmes de psychose chez la personne âgée. Donc vous voyez, toutes ces maladies chroniques, c'est vraiment ça qui pose problème. C'est ça qui, in fine, finit par tuer. Alors, il y a des zones effectivement dans le monde où la longévité est augmentée et en particulier, c'est ce qu'on appelle les zones bleues. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont assez intuitives, je dirais, comme par exemple Okinawa, parce qu'on a la tendance à comprendre que le Japon, c'est un endroit où les gens vivent longtemps. On parle aussi de Ikaria en Grèce, qui est oui, on parle beaucoup du régime méditerranéen ou du régime crétois, donc là, comme ça, on comprend qu'il y a vraiment un intérêt. Il y a également la Sardaigne, qui est le même type d'alimentation. Et par contre, il y a un élément qui est intéressant, je trouve,
c'est la communauté à Lomo Linda, en Californie. En fait, c'est une communauté anabaptiste. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils ont un mode de vie sain, mais au-delà de ce qui est nourriture, c'est des personnes qui ont vraiment une communauté de foi, une communauté spirituelle, et ça, c'est vraiment important, parce que on sait que la foi, la spiritualité, et je mets aucune religion là-dedans, hein, la foi, la spiritualité, c'est un facteur également de longévité. Donc, c'est vraiment très intéressant. On parle parfois de 5 piliers pour éviter les maladies chroniques. L'activité physique, qui est peut-être, je dis bien peut-être, le pilier numéro 1, parce qu'on sait très bien que plus on vieillit, moins on a de muscles, hein, ce qu'on appelle la sarcopénie, et que moins on a de muscles, moins on a de métabolisme cellulaire, et que c'est une source potentiellement de vieillissement également cardiovasculaire, et également de fractures. L'alimentation, très important bien sûr, hein, que ton alimentation soit ta première médecine, c'est d'autant plus important sous nos contrées parce qu'on sait très bien qu'on a un mode de vie déconnecté de l'alimentation que nous devrions avoir, et finalement notre alimentation moderne, trop transformée avec des acides gras trans et trop sucrée, finit par nous tuer. Gestion du stress, très important bien sûr, et j'en parlais au début, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On est toujours stressé, mais bon, j'aime pas l'idée de se dire qu'on a une période qui est plus stressée que d'habitude, parce que je pense pas que dans les années 30, les gens étaient moins stressés. Je pense pas que au 19e siècle, les gens étaient moins stressés. Je pense que le stress est inhérent à l'être humain. Ce qui rend peut-être la chose un peu plus compliquée, c'est par exemple les réseaux sociaux, qui fait que maintenant, quand on a du stress, eh ben, on le partage avec beaucoup de personnes. Et j'en arrive justement aux liens sociaux, les liens sociaux qui ont un intérêt extrêmement important dans la longévité, mais qui peuvent bien sûr aussi être source de stress, donc à bien équilibrer. Un dernier pilier fondamental, évidemment, le sommeil. On considère qu'on ne dort pas assez par rapport à nos ancêtres qui dormaient bien plus, et effectivement, un manque de sommeil, ça peut conduire à des maladies chroniques. Alors, quels sont les effets de l'activité physique si on prend pilier par pilier? Réduction des maladies cardiovasculaires, contrôle du diabète, amélioration de la santé mentale. Ça, c'est vraiment intéressant. Il a été montré que l'activité physique, notamment la musculation, favorisait le développement du BDNF, qui est un facteur de neurogénèse. Donc, vous voyez, finalement, c'est très important de faire de la musculation. Gestion de poids également et prévention de l'obésité. L'activité physique, c'est génial. Autres effets plus moléculaires, je dirais, de l'activité physique, réparation de l'ADN, réduction des dommages oxydatifs, vous voyez, également un rôle sur la fonction mitochondriale, sur l'autophagie, la régénération cellulaire, et même sur l'usure des télomères. Effet de l'alimentation, là encore, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention des maladies inflammatoires, réduction du cancer, réduction du diabète, avec l'idée qu'il faut prendre des aliments à faible index glycémique, bon, en sachant que le terme index glycémique, il est un peu désuet, mais ça donne une idée globale de ce qu'il faut prendre et pas prendre. Et là encore, il y a des effets de l'alimentation, même au niveau métabolique. Sur l'altération de la détection des nutriments, ça va optimiser les voies métaboliques, mTOR et MPK. Sur la perte de la protéostasie, ça va permettre une stabilité et une réparation des protéines. Sur la sénescence cellulaire, ça va réduire l'accumulation de cellules sénescentes. Et également, il y a un rôle épigénétique par rapport à notre alimentation. Donc là encore, un effet non seulement, je dirais, macroscopique, donc sur les maladies chroniques, et microscopique sur les cellules. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les études ont bien montré que la restriction calorique permettait une augmentation de la durée de vie. Alors attention, restriction calorique, ça veut quand même dire sans sous-alimentation. C'est évident, l'idée, c'est pas de se sous-alimenter, c'est juste de manger exactement ce dont on a besoin. Ça sert à rien de manger trop. Voilà, quand on mange trop, de toute façon, on vieillit plus vite. Ça a été vu notamment chez la souris. Alors, je suis très très modeste par rapport à la souris parce qu'on parle beaucoup des souris quand on fait les études, notamment les études sur les médicaments sont faites sur les souris en disant ah bah tiens c'est génial, avec tel médicament, telle souris elle a gagné tant de vie, mais en fait une souris, un être humain, c'est quand même pas complètement pareil. Mais vous voyez finalement ça a également été montré chez les singes, moins de nourriture ça permet de vieillir moins vite. Gestion du stress, eh bien, quels sont les effets, je dirais encore macroscopiques de la gestion du stress? Réduction de l'inflammation avec diminution du taux de cortisol, amélioration de la santé mentale, diminution des symptômes de dépression, d'anxiété, effet sur le système immunitaire, hein. De toute façon, il n'y a pas
c'est un lieu commun. On sait très bien que le stress, eh ben, c'est pas bon pour l'immunité globalement. Quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on est plus à risque d'avoir des maladies. Ça, c'est quelque chose que l'on sait. Là encore, au niveau microscopique, la gestion du stress permet diminution de l'inflammation, diminution du risque d'accumulation des cellules sénescentes, stabilité du génome et également un effet sur la réponse à l'insuline, l'équilibre hormonal, et là encore mTOR et AMPK. Pareil, les effets sur le sommeil, là encore, vous pouvez voir prévention des maladies cardiovasculaires, prévention des maladies métaboliques, régénération des cellules, et là encore, on retrouve toujours la même chose, des effets au niveau microscopique. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir le lien entre les maladies chroniques et la biologie du vieillissement, de comprendre que tout ça, c'est intimement lié, que quand vous agissez d'une manière macroscopique, eh bien, vous allez également avoir une action microscopique. Effet des relations sociales, là encore j'en parlais, amélioration de la longévité, diminution du risque de maladies cardiovasculaires, prévention des maladies neurodégénératives, hein. Plus il y a des interactions sociales qui stimulent le cerveau, plus on va pouvoir prévenir la dépression et la démence. Les relations sociales, là encore, ont des effets microscopiques qui sont prouvés, une diminution de l'inflammation chronique, diminution de la sénescence cellulaire, stabilité du génome et amélioration des communications avec les cellules. Vous voyez, quand les êtres humains communiquent, les cellules communiquent mieux également. Voilà, donc n'hésitez pas après à poser des questions. Je suis peut-être allé un petit peu vite, mais je voulais vraiment vous laisser énormément de temps déjà pour la suite de cette présentation et également pour toutes les questions que vous avez à poser. Mais donc, par rapport à la prévention, moi, je vous conseille de faire des bilans réguliers et en particulier les marqueurs de l'inflammation, la glycémie des lipides, hein, je vous dis pour vous, mais également pour toutes les personnes que vous pouvez accompagner. Analyse génétique, je le mets juste à titre informatif. Je vous rappelle que en France, les tests génétiques que l'on peut acheter aux États-Unis, MyDNA, 23andMe, True Diagnostic, etc., c'est illégal, donc on n'a pas le droit de le faire. En tant que praticien, on n'a pas le droit de les prescrire, et en tant que même particulier qui achèterait ces tests, on serait susceptible d'avoir une amende d'à peu près 3 000 €. Donc, je vous déconseille fortement de faire des tests d'analyse génétique que vous pourriez commander dans le commerce. Ce n'est pas légal en France. J'encourage toujours donc à avoir un protocole global qui va se porter sur tous les piliers du vieillissement et éventuellement les compléments alimentaires. Je dis bien les compléments alimentaires, éventuellement et si nécessaire, et ça évidemment ça vous concerne. Vous savez très bien que bien souvent, les gens ils disent qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme complément alimentaire alors qu'ils continuent à aller manger des hamburgers et des frites. Donc il faut peut-être un peu, comme on dit, remettre l'église au centre du village et consulter bien évidemment des personnes comme vous qui connaissent le sujet, qui ont une appétence pour le sujet et affiner le protocole parce que finalement, la science de la longévité, la médecine de la longévité, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a des lieux communs, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde, je vous rappelle. C'est une médecine qui se veut personnalisée. Voilà. Et cette phrase qui est essentielle, on ne peut maîtriser que ce que l'on peut mesurer et mesurer avec précision. Si vous voulez rester en contact, je vous ai mis mon mail et vous avez un screenshot, un QR code, je veux dire, pour pouvoir aller sur mon site internet. Sur mon site internet, il y a un formulaire de contact. Il y a également une espèce de petite newsletter qui donne des éléments de base et vous pouvez facilement me poser des questions. Je suis toujours ravi d'y répondre. Pour terminer, juste un petit coup d'auto-promotion, je voulais vous signaler qu'au printemps prochain, hein, donc d'ici quelques mois, j'ai la chance d'avoir 2 livres qui vont sortir, hein. On m'a demandé 2 livres en même temps, ça a été assez rock'n'roll à écrire, mais en tout cas, voilà, j'ai 2 livres qui vont sortir. Un livre consacré au biohacking plutôt pour les entrepreneurs, on va dire biohacking pour les pros et toutes les personnes qui, dans leur travail, ont besoin d'augmenter leur capacité physique et mentale. Donc ça va sortir chez Erol, biohacking pour les entrepreneurs chez Erol. Et également un livre sur la longévité qui va sortir chez Larousse. Là, ce sera un gros bouquin, à peu près 300, plus de 300 pages, avec là encore des choses très précises, de la science, des études et des protocoles, des choses très pratiques. L'idée, c'est de permettre, que ce soit pour les particuliers, également les professionnels, d'avoir une espèce de vade-mecum et de pouvoir comme ça suivre un petit peu une logique, je dirais, une stratégie de prévention du vieillissement. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup Denis, c'était hyper intéressant. On a déjà eu quelques petites questions dans le chat. Moi-même, j'ai aussi des petites questions à travers cette présentation. Mais avant tout ça, on va juste laisser la place à Dunette qui va juste nous faire une petite présentation sur l'événement. Donc voilà, je te laisse parler. Je vais faire Bonjour à tous. Merci pour ta présentation, Denis. Je vais rebondir sur plein de choses que Denis a dit. Et notamment, l'un des éléments les plus importants, c'est la connexion. On sait à quel point faire les relations sociales sont importantes, surtout dans ce milieu-là, et à quel point ça nous permet d'être inspirés, de faire de belles rencontres. Et donc, on a construit un événement qui s'appelle l'Hypersanté. C'est la 3e édition qui aura lieu le 21 et 22 mars, dont l'objectif, c'est vraiment connecter, explorer, vivre. On appelle presque ça comme un festival de longévité, où qui s'articule en plusieurs axes, avec une approche plutôt rigoureuse, où, comme Denis l'a parlé, on n'est pas dans de la prévention, on parle de proactivité. On parle vraiment de comment vivre en pleine santé. On n'est pas dans une approche éviter les maladies, on est dans une approche de comment chercher la pleine santé, la pleine vie pour vraiment s'épanouir. On a beaucoup de médecins fonctionnels, on va beaucoup parler de mitochondrie. Je vais vous présenter le programme dans quelques instants. On a vraiment cette approche, voilà, les approches dures, tout ce qui est mesurable qui permet de s'améliorer. Denis le dit, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc nous, en vrai, notre choix dans notre événement a été vraiment sur des éléments qui sont mesurables, testables et qui peuvent permettre de progresser. Donc on a un manifesto qui est vraiment un ADN, on a une charte qui permet vraiment de s'assurer que ce qu'on propose reste cohérent, qui permette d'éduquer le grand public, mais aussi suffisamment technique pour que aussi les professionnels de santé puissent se former sur ce sujet. Denis fait partie de notre comité scientifique, d'où sa présence aujourd'hui. Donc, ce comité scientifique nous permet un petit peu d'étudier le programme et de nous avertir, nous informer sur la qualité du programme, ainsi qu'un des newsboards qui, eux, sont des entrepreneurs qui nous aident naturellement à nouer des relations, à parler à des parties prenantes, à des institutions publiques, etc. Donc, l'événement s'articule en 3 axes, pour faire simple. Un axe conférence, on a 2 salles de conférence différentes dans lesquelles des conférenciers vont passer, que vous pourrez suivre en replay, en live ou directement sur place. Un axe où on a des workshops, breathwork, pain glacé, yoga, mouvement du corps. Il y a un 3e axe où on a un longevity village, où on a une quarantaine de marques que probablement vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, qui sont là pour vous faire expérimenter, faire découvrir les produits. On a aussi, donc le programme, ça a l'air très petit, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, mais si jamais vous ne l'avez pas, il est disponible sur le site internet. Donc on va avoir, on va parler des cellules souches, des mitochondries avec Christian Drapeau, les mitochondries avec le docteur Pierre Maldinet et le docteur Vincent Castronovo, le professeur Vincent Castronovo. On va avoir le docteur Robin Ménage qui va nous parler des protocoles de jeûne. On va évoquer comment transformer le stress en arme de longévité avec le docteur Denis Coster. On va aussi voir c'est quoi une bonne analyse microbiote avec le docteur Aurélien Nunez. On va parler de photobiomodulation avec le docteur Jean-Philippe Wagner. On va avoir une matinée qui va être un focus sur l'hypersanté de la femme avec le docteur Zina Gomber, le docteur Karima Guénoun. On va parler de préménopause, énergie, fer, hypersanté, etc. On va aussi parler beaucoup de mouvements parce qu'on sait que les 4 piliers, c'est les mouvements, une bonne nutrition, une nutrition cellulaire aussi avec le docteur Valérie Spinas. On a parlé aussi au tout début le docteur Anne-Laurent Denant qui sera là aussi pour nous parler de nootropiques. On a aussi d'autres conférenciers qui arrivent, dont Jean-Marc Lemaître qui va nous parler, qui est directeur à l'INSERM à Montpellier, qui va vraiment nous parler de la santé du futur et de décrypter les horloges biologiques, et d'autres conférences qui seront publiées incessamment sous peu. Donc le Longevity Village, c'est vraiment découvrir, tester, mesurer, connecter. Donc les fondateurs des marques sont ici, les marques sont elles-mêmes présentes pour vraiment éduquer le public. Nous, on demande souvent aux conférenciers, les conférences sont très peu faites par des marques, et les quelques conférences qui sont faites par des marques, c'est vraiment, on leur demande comment vous pouvez aider le public à être mieux éduqué sur sa santé et pour vivre vraiment pleinement et plus longtemps. Donc ça, c'est les workshops. Vous découvrirez aussi tout ce qui est body movement de bain glacé, comme j'en ai mentionné. Le Mind Spa, si vous connaissez la Dream Machine ou le Brain Light, ce sera un lieu dans lequel vous pourrez expérimenter ces technologies qui sont habituellement un peu coûteuses. Là, vous pourrez venir les découvrir. Vous verrez les caissons de photobiomodulation avec la Novotor, les caissons hyperbar. Vous aurez des tests et des mesures. On aura aussi un petit peu fun, un côté fun, c'est le Longevity Bar avec le 48 collagène pour ceux qui connaissent. Donc, on aura des boissons fonctionnelles, optimisées, belles,
bien travaillée par une doctorante qui permet vraiment de découvrir différemment aussi, quand on va dans un bar et qu'on ne veut pas avoir d'alcool, on n'est pas obligé de prendre un coca, mais qu'il existe plein de variantes de boissons à consommer. Donc, c'est vraiment, on veut faire découvrir là-dessus. On a aussi cette application de networking pendant l'événement pour découvrir, pour rencontrer vos pairs, pour parler aux marques, pour échanger avec les speakers qui sont présents tout au long. À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que c'est pour les professionnels? Et ben, en fait, c'est un événement pour les deux. On l'a vraiment construit pour que ça soit suffisamment technique pour que les professionnels apprennent quelque chose, mais que ça reste toujours abordable pour des initiés, des biohackers, des patients experts, on va dire, qui ont déjà une certaine éducation sur leur santé et qui veulent vraiment développer cette démarche éducative et d'en apprendre beaucoup plus. Donc ça se passe à Paris-Saint-Denis, au H4 Wyndham. On est dans un endroit lumineux, on a bien travaillé le choix pour avoir une bonne acoustique, pour éviter d'avoir un brouhaha d'un événement. Donc ouais, actuellement, le pass pour le week-end est à 189 € jusqu'à fin janvier. Et aujourd'hui, pour les participants de ce webinaire, vous avez moins 20% avec le code SIMPLY20 qu'on vous écrira probablement dans le chat si vous voulez en bénéficier. Et je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais laisser passer aux questions. Et merci pour votre écoute et j'espère vous revoir, certains d'entre vous, le 21 mars. Trop bien, merci. Ça a l'air super intéressant. J'espère que je pourrai y participer en tout cas. En tout cas, ça nous donne tous envie. Je pense qu'il y a des petites questions par rapport au fait de comment y participer, mais je pense que ça a été répondu du coup dans ces derniers slides. Donc, merci beaucoup, Dunate. Et maintenant, on peut passer aux questions pour Denis. Alors, j'ai vu qu'il y a eu quelques petites questions. Je vais juste y aller une par une. Et puis, bien évidemment, qu'on a dit, si on ne peut pas les répondre aujourd'hui, il y a toujours moyen de contacter Denis via son site ou via LinkedIn. Donc voilà, première question de Consuelo qui pose la question, est-ce que le raccourcissement des télomères est-il réversible? L'épigénétique peut aider à cela? Oui, complètement. Alors, effectivement, ça c'est le magnifique travail qu'a fait Elizabeth Blackburn, donc professeure de médecine, avec sa collègue Eppel, qui est professeure de psychologie, qui ont montré qu'effectivement, les télomères raccourcissent avec le stress, on le sait, puis avec également d'autres facteurs de mode de vie, et que la gestion du stress, la méditation, et plus particulièrement la méditation dite d'autocompassion, d'amour et d'autocompassion, Love and Kindness Meditation, de mémoire, serait celle qui augmenterait le plus la longueur des télomères. Alors, c'est là où il faut faire attention, parce que je vous dis, c'est relativement expérimental. On dit que quand on vieillit, les télomères raccourcissent, on dit que quand on stresse, les télomères raccourcissent, on dit que la gestion du stress permet l'augmentation des télomères. Oui, c'est expérimental, et c'est autant pour dire que la gestion du stress, la méditation augmente la durée de vie, ça c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire. Mais en tout cas, voilà, il y a un faisceau d'arguments. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un fait sincère pour se rendre compte que quand on est moins stressé, on a une vie qui est quand même vachement plus sympa. Oui, ça fait. Si je peux rajouter aussi là-dessus, c'est vraiment en fait, puisque tout est vraiment lié aux enzymes. Donc il y a une enzyme télomérase qui s'occupe justement de ralentir un peu le raccourcissement de ces télomères. Et en fait, elle est épigénétiquement régulée. Donc voilà, c'est important de se dire qu'il y a plein de, voilà, comme vous l'avez expliqué au début, qu'il y a plein de gènes qui peuvent être modifiés différemment à travers notre style de vie. Alors, il y a une autre question de Marie. Je pense que vous avez un peu répondu dans votre présentation au début. Quelle est la place du microbiote dans le vieillissement? Est-ce que c'est une place aussi importante que les mitochondries, l'ADN et la membrane cellulaire? En tout cas, ça fait partie des 12 hallmarks of aging de Lopez-Ottin. Et de toute façon, il faut bien voir que même si Lopez-Ottin a eu ce travail remarquable de créer comme ça des hallmarks, tout est interconnecté en fait. Parce que quand on va bouger l'un, on va bouger l'autre de toute façon. Donc finalement, il ne faut pas voir ça comme d'une manière isolée. Il faut plutôt réfléchir dans une globalité. Mais oui, bien sûr, le microbiote, c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'on n'a pas fini d'explorer l'influence du microbiote sur la longévité d'ailleurs. Et une autre question d'Isabelle, qui a une question plus spécifique par rapport à la fibromyalgie. Qui demande si c'est plutôt dans quelle case de maladie chronique en fait elle rentre, si c'est plutôt une maladie neurodégénérative ou bien une maladie articulaire, ou bien les deux à la fois. Alors à la base, on pourrait plutôt dire, je pense que c'est actuellement les idées qui sont que ce serait presque une maladie mitochondriale en fait. Et finalement, elle se traduit par une fatigue chronique, elle se traduit par des douleurs.
mais c'est multifactoriel. En fait, le plus compliqué par rapport à la fibromyalgie, c'est de l'authentifier, de ne pas la banaliser et au mieux de soulager les personnes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, il y a plein de maladies comme ça chroniques qui rentrent dans des cases un peu floues parce qu'il y a tellement c'est tellement compliqué en fait de les comprendre. Et je pense que la fibromyalgie en fait partie. Donc, Et puis, si je peux me permettre, il y a des enchevêtrements souvent. Bien sûr. Vraiment, c'est comme une poupée russe, quand on enlève, il y a un truc derrière et en fait, c'est une boucle à chaque fois, qui se répète. ouais, Tu vois, ouais. l'être humain, c'est vraiment une machine super compliquée. Là, on parle des maladies chroniques et qui sont intriquées, mais pendant qu'on était en train d'en parler, moi, ça m'a fait penser, même dans mon métier d'anesthésiste réanimateur, ça m'est déjà arrivé, entre guillemets, c'est parce que je ne veux pas avoir l'air trop excessif dans mes propos, mais ça m'est arrivé de sauver une vie de quelqu'un qui est pas bien. Hop, on fait une réanimation, on l'en sort, il sort comme si de rien n'était, on n'a même pas compris pourquoi il a fait un problème. Donc finalement, parfois, il y a des gens, ils sont au plus mal. Ça m'est arrivé une fois, une dame qui est tombée dans le coma, vraiment un coma profond. On la sort du coma et elle était comme si c'était rien passé, on n'a rien trouvé. Donc voilà, c'est les mystères du corps humain. Ouais, tout à fait. Et il y a une autre question aussi qui ressort par rapport au fait que si vous avez certains protocoles, je pense que vous avez parlé de pas mal de solutions assez globales, mais est-ce que plus spécifiquement, il y a des compléments alimentaires et des protocoles que vous recommandez particulièrement? Bah, de toute façon, comme je disais, l'idée c'est la personnalisation au maximum. Après, bon, on est tous des êtres humains avec deux bras, deux jambes, une tête, donc globalement, il y a quand même. Je vais utiliser une image qui est peut-être un peu simpliste, mais je dirais que c'est le Pareto, c'est 80-20, c'est-à-dire que chez 80% des personnes, globalement, on peut proposer 80% des mêmes choses à tout le monde et ça match. Et puis parfois, 20% des personnes, ça va pas matcher. Si par exemple, je sais pas, on dit tout le monde devrait prendre des vitamines du groupe B, en fait, non, parce qu'il y a une partie des gens, 20% de la population qui est MTHFR, donc il y a une mutation génétique du gène MTHFR, et ça, faut pas leur donner n'importe quelle vitamine du groupe B. Donc voilà, oui, les protocoles, oui. Concernant les compléments alimentaires, je dirais que ceux qu'on a un peu l'habitude de dire, ouais, tout le monde doit les prendre, c'est vitamine D, oméga 3 et magnésium. Cela dit, quand je fais des tests à des patients, tous ne sont pas carencés en magnésium, tous ne sont pas carencés en vitamine D et tous ne sont pas carencés en oméga 3. Donc voilà. De toute façon, s'il fallait retenir un seul complément alimentaire qui, à mon sens, est game changer, et j'aurais presque, je dis bien presque, il faut toujours être méfiant dans ce qu'on dit, j'aurais presque tendance à le conseiller à tout le monde, c'est la créatine. Voilà, s'il y en avait un. Parce qu'effectivement, chez les jeunes, pour la muscu, c'est top. Chez les vieux, pour prévenir la démence, ça semble top. Donc voilà, est-ce qu'il y a un truc que vraiment je conseillerais un peu, d'une manière générale et en fermant les yeux, ça serait la créatine. Ouais, c'est intéressant. On a justement une conférence avec Anne Lucas la semaine dernière qui parlait justement de la créatine, à quel point c'était hyper important, même si on faisait pas de la musculation juste en général, pour ses bienfaits justement neurologiques. Donc, Moi, je suis gavé de créatine, hein, j'en prends tous les ouais. jours et les lendemains de garde, quand je suis complètement crevé, je prends double ou triple dose. Hein. Donc, Mm. Alors, il y a une autre question par rapport au collagène en lui-même, oula, des compléments alimentaires. oula. Qu'en est-il du collagène? Oula, ok. Grosse question. Il y a plusieurs temps en arrière, j'étais un foufou du collagène parce que je dis ouais, c'est génial parce que je voyais plein d'études qui sortaient en disant que c'était génial. Je comprenais pas comment ça se faisait que ça pouvait être génial. Parce que j'ai dit je comprends pas. Le collagène, c'est une protéine. Quand on mange du collagène ou quand on mange une protéine, elle est détruite en acides aminés. Et je comprends pas sous prétexte qu'une fois que les acides aminés sont dans le sang, ils vont garder l'information qui viennent de collagène, donc on va créer du collagène. Je trouvais que c'était un peu bizarroïde. Ça faisait un peu penser à ce qu'on appelait la mémoire de l'eau dans le temps. Je trouvais ça un peu bizarre, mais les études montraient que ça fonctionnait. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je disais toujours, oui, oui, ça fonctionne, il faut en prendre, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis, il y a des études récentes, méta-analyses, donc d'études sérieuses, hein, qui se sont rendues compte qu'en fait, toutes les études qui disaient le collagène c'est bien, elles étaient sponsorisées par des sociétés qui produisaient du collagène. Donc, a priori, pour l'instant, et je vais peut-être changer d'idée dans 6 mois, mais pour l'instant, à mon sens, le collagène c'est bullshit. Ok, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, plutôt que de prendre du collagène,
autant manger des acides aminés, autant manger les constituants du collagène. Alors qu'on se supplémente, par exemple, en glycine, qui est un précurseur du collagène, qui en plus est un acide aminé qui est très intéressant dans la longévité et en plus favorise le sommeil. Ouais, c'est cool. Qu'on supplémente en glycine, je trouve ça intelligent. Qu'on supplémente en collagène, personnellement, pour l'instant, et à la lumière de ce que j'ai pu voir, c'est bullshit. Ok. Et est-ce qu'il y a donc en consommant des acides aminés, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut consommer qui peuvent justement faciliter cette conversion en collagène, ou c'est quelque chose qui se fait Non, naturellement? alors on considère que la vitamine C, ça aide à la création du collagène. Mais là encore, la vitamine C, on a toujours l'impression de se dire qu'il faut tous se supplémenter en vitamine C. Mais la vitamine C, comme son l'indique, c'est vitamine ascorbique. Son but, c'est pas qu'on en ait des tonnes. Au contraire, même trop de vitamine C, c'est néfaste pour l'organisme. De toute façon, il y a un truc qui est vraiment important, et ça, on le répète jamais assez, c'est le principe de Paracels. Paracels, c'était un vieux médecin, je sais pas, au XVIIe siècle, qui disait, c'est la dose qui fait le poison. Eh bien, c'est vrai. Si on prend une dose infinitésimale de cyanure, par exemple, si on avale un pépin de pomme, il y a du cyanure, si on avale un pépin de pomme, on ne va pas mourir, parce qu'il y a une dose infinitésimale. Par contre, si vous buvez 10 litres d'eau, et pourtant l'eau, on se dit c'est pas dangereux, 10 litres d'eau, vous mourrez, à cause d'un problème qui est très beau, on appelle ça la myélinolyse centropontine, c'est-à-dire un œdème cérébral. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment la dose qui fait le poison. Ouais. Et en parlant d'eau, justement, on avait une question sur l'eau. Est-ce qu'il y a une eau spécifique qu'il faut boire? Là encore, c'est compliqué parce que le problème, c'est on dit faut pas boire de l'eau du robinet parce qu'il y a des dérivés de médicaments, il y a des restes d'hormones, de pilules, etc., d'antibiotiques. C'est probablement vrai. Mais en même temps, on dit on va prendre de l'eau en bouteille. Ah ouais, mais l'eau en bouteille, ça va pas parce qu'il y a des dérivés du plastique. Donc non, on va prendre de l'eau en verre. On se rend compte que l'eau des bouteilles en verre, elles ont été remplies grâce à des tuyaux en plastique et que dans certaines bouteilles, avec des bouteilles en verre, il y a plus de plastique que dans les bouteilles en plastique. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une eau à prendre? C'est compliqué. L'eau, de toute façon, malheureusement, elle est très chargée en un tas de choses. C'est comme ça. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas non plus être trop paranoïaque et vivre un peu avec son temps. Je ne dis pas qu'il faut être fataliste, mais finalement, on a des organismes, à tort ou à raison, mais qui ont été un peu habitués à toute cette exposition à des polluants. Genre la pollution, on ne peut pas non plus arrêter les voitures, quoi. Donc, et finalement, on a un organisme, et j'avais vu passer une question par rapport à l'hormèse, on a un organisme qui est habitué finalement à tous ces espèces de petits stress et ces agressions régulières. Alors c'est sûr que si on prenait un homme du Cro-Magnon qu'on le mettait à notre époque, en une semaine, il meurt. Mais nous, on est habitués. Regardez finalement, quand on change l'environnement d'une personne, le fait d'avoir mis des gens qui n'étaient pas censés être là avec une population locale, c'est ce qui s'est passé quand les conquistadors sont allés à l'Empire aztèque et l'Empire inca, ça a détruit l'Empire aztèque et l'Empire inca parce que les conquistadors sont venus avec leur maladie. Alors que les conquistadors, ils sont venus avec leur maladie et eux, ils étaient habitués. Donc c'est vraiment important. Ça rejoint d'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est ce qui était demandé tout à l'heure par rapport au microbiote. On a un microbiote qui nous permet de vivre, mais qu'est-ce qui se passe quand on va dans un pays étranger auquel on n'a pas l'habitude? Qu'est-ce qui se passe? On a la tourista. Donc, finalement, pendant quelques jours, le temps que notre organisme s'habitue. Donc, c'est vraiment important de se dire que notre organisme, il est quand même vachement incroyable. Et puis qu'on arrête de dire qu'il faut tous manger des fruits, des légumes. Les Inuits, ils mangent pas de fruits et des légumes, ils sont très bien comme ça. Faut arrêter de dire, il faut arrêter de manger du riz. En Asie, ils mangent du riz, ça leur pose pas de problème. Faut arrêter de dire, faut pas boire du lait. Nos grands-mères, elles buvaient du lait. Jeanne Calment, elle buvait du lait, elle est morte à 120 ans. Donc voilà, je pense que c'est important de remettre un peu de sagesse, je dirais, dans tout ça. Oui, totalement d'accord. Bon, après, il faut aussi tenir en compte que le lait d'il y a peut-être 100 ans, il était différent. Bien sûr, non, bien sûr. Mais en même temps, c'est important aussi, comme je disais, que finalement, notre organisme est de facto habitué aussi fait plus habitué, je dirais, que nos ancêtres à tout ce qui se passe actuellement, parce qu'on vit dans une certaine pollution, etc. On voit bien que, par exemple, les maladies cardiovasculaires n'existaient pas au Japon, elles sont apparues après la Seconde Guerre mondiale, après qu'il y a eu un développement de l'occidentalisation de la société japonaise. Ouais. Donc, voilà. Ouais.
Et du coup, il y avait la question par rapport à l'hormèse. Moi aussi, je suis très curieuse d'entendre un peu votre avis par rapport à ça. Donc, c'est une façon de stresser l'organisme, c'est ça? Eh bien, pour en savoir plus, venez au sommet de l'hypersanté, puisque je vais donner une conférence sur les aspects positifs et négatifs du stress sur le vieillissement. Ouais, c'est un sujet, le stress et le vieillissement, je fais une petite parenthèse, mais qui m'intéresse beaucoup, puisque c'était déjà le sujet de mon mémoire, de mon premier diplôme de médecine anti-âge que j'ai passé il y a 10 ans. Donc, il y a 10 ans déjà, je m'étais amusé à réfléchir à stress, hormèse et longévité. Donc, pour en savoir plus, venez à l'hypersanté. Donc, je ne répondrai pas à la question. Exprès. Petit teaser. Ça donne très envie. Je vais regarder s'il y a peut-être d'autres petites questions. Il y avait des questions plus spécifiques par rapport à la créatinine, donc le dosage pour une femme de 35 à 40 ans. Je ne sais pas si vous avez... 3, voilà. 3 à 5 grammes, c'est ce qu'on donne habituellement. D'accord. Et si c'est bien pour les personnes en rémission d'un cancer, la créatine. Là, il y a de la pathologie, je ne réponds pas. D'accord. Et ensuite, il y avait aussi des questions par rapport, si vous tenez en compte les polymorphismes type APOE, je ne connais pas. Je connais pas APOE? Oui, vous les connaissez peut-être, oui. Je ne connais pas, pour mettre en place vos protocoles. Ça, c'est une question piège, ça. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas savoir le APOE des gens puisque les tests génétiques ne sont pas légaux en France. Ah, d'accord. Donc il faudrait, c'est aux États-Unis du coup qu'il y a le meilleur, ce meilleur genre de test. Mais je ne peux pas suggérer aux gens de faire quelque chose qui n'est pas légal. Oui, en Et effet. il est illégal d'aller faire son test génétique. D'accord. Mais quand on le fait et qu'on a les informations, c'est très utile de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre typage APOE, bien sûr. Intéressant. Une bonne nuance. Ouais, Et puis il y a une dernière question. Oh, pardon. non, je veux dire, effectivement, en France, le test ADN est formellement interdit. Donc, on parle vraiment pour le cas de la France, on ne Voilà. fera rien. Après, il faut se renseigner auprès de la Belgique. Tu vois, chaque pays à ce niveau-là, il n'y a pas de nomenclature européenne qui a été mise en place encore autour de l'ADN. Donc, les pays où c'est interdit, c'est formellement interdit. Et pour les autres pays, il faut vraiment se renseigner auprès des autorités locales parce que c'est quelque chose qu'il faut faire très vigilant. En plus, si vous faites des tests génétiques à l'étranger, bah, vos données, vous ne savez pas où est-ce qu'elles sont stockées, comment est-ce qu'elles sont utilisées. Donc, on appelle toujours à la vigilance là-dessus. On est déjà assez bien lotis en France par rapport aux marqueurs et en Europe. On a des médecins qui peuvent nous accompagner largement pour la base de l'analyse avant d'aller sur de l'ADN, parce que l'ADN, ça peut vite indéchiffrable, il y en a tellement qu'on peut vite se perdre, quoi. Non, puis je veux dire, je pense que c'est rigolo parce que quelque part, tout le monde dit la génétique, c'est pas important, c'est l'épigénétique qui est le plus important. Et en même temps, tout le monde dit je veux connaître mon ADN. Donc je trouve qu'il y a une certaine. Il n'y a pas de logique là-dedans. Si l'épigénétique, c'est tellement plus important que la génétique, quel intérêt de connaître sa génétique? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, est-ce qu'on a envie de savoir que la génétique fait qu'on a, je dis n'importe quoi, 50% de risque d'avoir l'Alzheimer? Je sais pas si c'est super fun quand on a 30 ans de se dire qu'on a 50% de risque de faire de l'Alzheimer. Troisième question, des risques éthiques. Là encore, je donne toujours ce cas parce que même si c'est un peu fantasmatique, ça vous met un peu dans l'idée. Comme l'a dit Dunette, le problème, c'est que vous allez donner votre ADN, ce qui est quand même super intime à quelqu'un, ou une société que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Et imaginez, là c'est vraiment du délire, mais ça vous fait imaginer. Imaginez, moi je suis un milliardaire mafieux russe et j'ai besoin d'un rein. Donc j'ai besoin d'un donneur compatible. Et ben, je sais comment je vais le trouver, mon donneur compatible. Et étonnamment, il va avoir un accident de la route. Et moi, je vais avoir un rein tout neuf. Voilà. Je ferme la parenthèse. C'est bien, mais non, c'est bien à préciser. Moi, je ne connais pas les régulations pour en Belgique, mais c'est toujours bon de Belgique, c'est autorisé. C'est autorisé. Ouais. Ah oui? Ok. Il n'y a qu'en France que c'est interdit, comme beaucoup de choses. C'est intéressant. Et la Pologne, ouais. Et la Pologne. Ok. Et puis, dernière question concernant plus les formations. Donc, il y avait une question, êtes-vous formé en biohacking? Moi, je sais que Ça oui. veut rien dire. Un tout petit instant. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, excuse-moi, je finis juste je te reprends tout de suite. Ouais. Oh, pardon. Hop, voilà. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. J'ai un autre rendez-vous après. C'était quoi la question? Si vous êtes formé et si vous donnez des formations en biohacking. Est-ce que je suis formé en biohacking? C'est compliqué de dire parce qu'il n'existe pas de formation en biohacking, puisque la seule formation qui existe, c'est une formation que j'ai sortie chez la société Vivo Vojo il y a, je ne sais plus, 4-5 ans, qui s'appelait Éveiller le super-humain qui est en vous.
Donc non, il n'y a pas de formation. En fait, j'ai été un de ceux qui a introduit le biohacking en France il y a, je sais pas, 5-6 ans. Donc, non, il n'y a pas de formation en tant que telle. Moi, ma pratique du biohacking, c'est les 3 diplômes de médecine anti-âge que j'ai passés. C'est mes 10 plus années de médecine, c'est mon instructorat en hypnose, c'est mon coaching. Enfin, donc, c'était tout ça qui fait ma pratique du biohacking. Mais il n'existe pas en tant que tel de formation, mis à part, je vous dis, celle que j'ai faite, Éveiller le super-humain qui est en vous, qui évidemment est super chouette, qui contient un tas de bases. Et surtout, je vous encourage à découvrir les bouquins qui vont sortir au printemps, qui seront hyper chouettes, bien évidemment. Et votre formation, du coup, elle se trouve sur votre site web, j'imagine? Non, mais peut-être qu'il faudrait que je la mette, mais elle se trouve sur Internet. Il faudrait que je voie d'ailleurs, parce que la société est en train de changer de propriétaire. Je ne sais plus trop bien où ils en sont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, très probablement que je ferai d'autres formations. J'ai même des idées de formation, on va dire, pour les professionnels, pour leur donner quelques bases, pour notamment les gens qui sont coachs ou autres. Donc, par exemple, si vous êtes intéressé à intégrer, je dirais, le biohacking, si vous êtes coach notamment dans votre pratique, oui, je pense que ça peut être intéressant. Et ce, d'autant plus s'il y a des demandes, évidemment, ces demandes, je vais me sentir obligé de le faire. Pour l'instant, j'étais focalisé sur les bouquins. Maintenant, ça va, j'ai presque fini les livres, donc je peux me consacrer à la formation. Trop bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que ça clôture le webinaire d'aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup questionné aussi, et j'espère vous rejoindre aussi à l'événement de l'hypersanté, et j'espère que d'autres aussi nous rejoindront. Donc voilà, encore comme on l'a dit, si vous avez des questions pour Denis, vous pouvez toujours le contacter par mail ou via son site web ou bien via LinkedIn tout simplement. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous souhaite tous une très belle journée et merci à tous de nous avoir rejoints. Merci bien. Un grand merci et à très bientôt pour ces nouvelles aventures. Ce qui est bien avec la longévité, c'est que ça donne du temps. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, merci beaucoup en tout cas. Allez, Au revoir. Au revoir. Au revoir.